La Russie n'est pas à l'origine de la crise alimentaire mondiale, selon le ministre russe des Affaires étrangères, qui a rencontré les ambassadeurs de la Ligue arabe au Caire. Le pape François est au Canada pour exprimer ses excuses pour le rôle joué par l'Église dans le drame des pensionnats pour autochtones. Les fortes chaleurs et les incendies continuent de frapper plusieurs pays européens et notamment la Grèce, l'Espagne et la République tchèque. Sergueï Lavrov rejette les accusations selon lesquelles Moscou serait à l'origine de la crise alimentaire mondiale. Présent au Caire, en Égypte, où sont réunis les ambassadeurs de la Ligue arabe, le ministre russe des Affaires étrangères a présenté ses vérités, accusant les Occidentaux de déformer la réalité. Si quelqu'un veut être objectif, il n'a qu'à lire les conclusions du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies. Cela décrit bien les difficultés du marché alimentaire à partir de la pandémie de coronavirus, lorsque les chaînes d'approvisionnement ont été affectées. Lors d'une rencontre avec son homologue égyptien, Sergueï Lavrov a voulu rassurer sur les livraisons de céréales russes. L'année dernière, l'Égypte avait acheté 80% de son blé à la Russie et à l'Ukraine. Mais l'invasion russe a depuis fortement perturbé les expéditions de céréales. Le blocus des ports ukrainiens de la mer Noire par la flotte russe a piégé des dizaines de millions de tonnes de céréales, exacerbant considérablement les problèmes déjà existants. Et si un accord pour reprendre les exportations de céréales ukrainiennes a enfin été signé la semaine dernière à Istanbul, celui-ci a rapidement été remis en cause par des frappes russes sur le port d'Odessa. Frappes condamnées par les Nations Unies et les Occidentaux, alors que le Kremlin affirme avoir visé des cibles militaires autorisées selon les termes de l'accord. La tournée africaine de Sergueï Lavrov doit se poursuivre en Ouganda, en Éthiopie et au Congo. Le pape François a entamé dimanche un pèlerinage pénitentiel au Canada, lors duquel il devrait renouveler ses excuses pour le rôle de l'Église catholique dans le drame des pensionnats autochtones. Ces peuples amérindiens ancestraux, qui représentent aujourd'hui 5% de la population canadienne, ont été soumis pendant des décennies à une politique d'assimilation forcée, au travers d'un système de pensionnat pour enfants administré par l'Église. 150 000 mineurs autochtones y ont été enrôlés de force au cours du 19e et du 20e siècle, coupés de leur famille, de leur langue. Ils ont souvent été victimes de violences. Jusqu'à 6 000 enfants y ont laissé la vie. Il s'agit avant tout d'un pèlerinage, mais il en a parlé comme d'un pèlerinage pénitentiel. Il est profondément marqué par le fait que des choses terribles se sont produites dans le passé, perpétrées dans de nombreux cas par des personnes qui représentaient l'Église. En 2021, plus de 1300 sépultures anonymes découvertes à proximité de ces pensionnats a créé une onde de choc au Canada. Une commission d'enquête nationale a qualifié ce passé de génocide culturel. Je travaille avec les nations autochtones sur les zones autour des sites des pensionnats en utilisant des technologies telles que le géoradar pour trouver les emplacements des tombes d'enfants morts pendant qu'ils étaient à l'école ou qui ne sont jamais rentrés chez eux et qui ont disparu des registres, explique cet archéologue. J'espère que mon pèlerinage pourra contribuer à la réconciliation déjà entreprise, a écrit sur Twitter le pape avant son départ de Rome. Les fortes chaleurs et les incendies continuent de frapper plusieurs pays européens, à commencer par la Grèce qui faisait face ce dimanche à 3 gros feux de forêt, notamment sur l'île de Lesbos et dans le parc national d'Adia, où s'est rendu le ministre grec en charge de la crise climatique et de la protection civile. Nous allons nous rendre sur le front sud-ouest de l'incendie pour constater le travail effectué sur place et examiner les moyens de créer des coupe-feux. À Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, un feu de forêt a déjà emporté plus de 2000 hectares et entraîné l'évacuation de 600 personnes. Selon les scientifiques, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes est une conséquence directe du réchauffement climatique. On termine ce tour d'Europe des incendies par la République tchèque, où les pompiers ont déclaré le plus haut niveau d'alerte au feu en raison d'un incendie de forêt qui s'est déclaré ce dimanche dans le parc national de la région naturelle de Suisse tchèque.
La pression migratoire s'intensifie ces derniers jours en Italie avec plus d'1 millier de personnes qui ont débarqué depuis la mer Méditerranée. 600 personnes ont été secourues samedi au large de la Calabre par un navire marchand. Les autorités ont trouvé à bord 5 corps de migrants morts dans des circonstances indéterminées. Sur l'île de Lampedusa, plus de 500 personnes originaires d'Afghanistan, du Pakistan et de la Corne de l'Afrique sont arrivées dans la nuit de samedi à dimanche à bord d'une quinzaine d'embarcations. D'après Rome, 34 000 personnes sont arrivées par la mer depuis le début de l'année. C'est environ 10 000 de plus que l'année dernière sur la même période. Et selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations, 990 personnes ont péri dans la Grande Bleue depuis le 1er janvier. Cet afflux migratoire, récurrent chaque été, intervient cette année en pleine campagne des législatives, pour lesquelles l'extrême droite est donnée favorite. À Chamelecón, banlieue sud de la ville de San Pedro Sula, au Honduras, un chemin de terre sert de frontière invisible entre deux gangs armés. Les habitants de cette zone, qui se retrouvent au milieu des affrontements, vivent dans la peur quotidienne. La police militaire a été déployée. On surnomme le secteur où nous nous trouvons la frontière. Parce que d'un côté de la route, il y a une bande de criminels et de l'autre côté, il y en a une autre. D'un côté, il y a la Mara Salvatrucha et de l'autre côté, c'est le gang Barrio 18. Le renforcement de la police militaire a ramené un peu de calme selon certains habitants, même si début juillet, une dizaine de familles a dû fuir la zone après avoir reçu un ultimatum de la part des gangs. Le Honduras entend lutter contre ces groupes armés comme le fait déjà son voisin du Salvador, mais la tâche reste difficile. Mi-juillet, des membres du MS-13, la Mara Salvatrucha, ont tué l'un des fils de l'ancien président hondurien Porfirio Lobo dans le parking d'une discothèque de la capitale, Tegucigalpa. À Chamelecón, les habitants vivent avec la peur de prendre une balle perdue. Imaginez les enfants qui sont en train de jouer et qui tout d'un coup entendent « pan, pan, pan ». Ici, la vie est triste. Ce sont les gens modestes qui souffrent ici, des gens humbles qui sont touchés par une balle perdue. C'est donc une vie d'angoisse. Dans son dernier rapport mondial, l'ONG Human Rights Watch souligne que le crime organisé continue d'affecter la société hondurienne et oblige de nombreuses personnes à quitter le pays. Le crime organisé est considéré comme l'une des causes qui poussent à la migration en Amérique centrale. Après avoir touché l'Espagne, c'est désormais au tour du Portugal d'être envahi par une algue brune originaire d'Asie. Cette algue non toxique pour l'homme, qui a déjà touché l'archipel des Açores et qui s'attaque désormais à la région de l'Algarve, met en péril la biodiversité des fonds marins. Elle inquiète également les pêcheurs. Les algues peuvent s'infiltrer dans les filets et faire en sorte que le filet n'attrape pas les poissons et qu'il n'y ait pas de poissons. Les algues invasives ont un impact négatif sur les espèces indigènes de la côte portugaise. En raison de sa texture, cette algue brune n'est pas consommée par les poissons et sa prolifération n'est donc pas contrôlée. Elle a profondément modifié l'habitat côtier des Açores, dans les zones où elle s'est déjà établie. En seulement 2 ans, elle a réussi à devenir l'espèce dominante sur le littoral. Cette algue, classée par l'Union européenne comme espèce exotique envahissante, serait arrivée en Méditerranée en s'accrochant aux coques des navires ou dans les eaux dites de ballast, l'eau de mer qui est puisée à bord d'un navire pour le stabiliser et qui est ensuite déversée lors de l'arrivée dans un port. À 25 ans, Jonas Vingegaard est entré ce dimanche dans la légende du Tour. Il est devenu le 2e Danois à remporter la Grande Boucle depuis 1996. Une consécration pour ce jeune cycliste longiligne, émotif et discret. L'antithèse de son grand rival, le Slovène Tadej Pogačar, vainqueur l'an dernier. Mais à Paris, pour la dernière étape, c'est son comparse belge Jasper Philipsen qui s'est imposé sur les Champs-Élysées. Le finish pour les hommes et le grand départ pour les femmes. Ce dimanche, c'est la jeune sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes qui s'est approprié le maillot jaune de la première étape du Tour de France Femmes.
Un départ sur les chapeaux de roue, 33 ans après la dernière édition du Tour de France, réservé à la junte féminine.